Bonjour à toutes et tous. Je suis donc Anne-Christine Bulot. Je pense que la plupart des personnes me connaissent. Je suis en charge de la formation auprès des professionnels du tourisme pour la partie tourisme de notre agence Choose Paris Région. Je suis heureuse d'accueillir Florence de Ronce, directrice de projet, spécialiste des évolutions technologiques. Voilà, sur cette thématique de la virtualisation, elle observe et nous aussi une progression de ce sujet ou de cette thématique et de cet effet après la digitalisation. Donc, on est ensemble maximum jusqu'à 11 heures, mais sans doute peut-être un peu moins, on verra bien. Vos micros et caméras, vous l'avez constaté, sont désactivés. Je les activerai vers la fin s'il y a voilà, un échange vraiment à la fin du webinaire. Sinon, vous avez questions et réponses où vous pouvez voilà, chatter et poser vos questions. Et puis, entre les parties, on fera un point sur toutes les questions qui sont posées. On y répondra voilà, au long cours pendant le webinaire si ça vous convient. Voilà, Florence, écoutez, je vous laisse la parole et très bon webinaire Merci. à chacun. Et je vous donnerai le lien pour le questionnaire de satisfaction à la fin dans le chat. Merci. Ok. Merci beaucoup, Anne-Christine, pour votre introduction. Donc, effectivement, Atlan est un cabinet de conseil et d'études marketing communication spécialisé dans l'univers des loisirs, tout ce qui est entertainment, le sport, la culture, le jeu, le tourisme, la restauration. Et donc, nous, on est vraiment sur les usages, les nouveaux usages, les nouvelles applications, les nouvelles offres, donc tout ce qui est lié à l'innovation. Et puis, on a une veille permanente des tendances en fait d'évolution de la société. Et donc, ça fait de nombreuses années en fait que l'on voit évoluer en fait cette société vers une virtualisation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, effectivement, on a positionné ce webinaire en l'intitulant Après la digitalisation, qui était un grand, grand mouvement sociétal. Voici maintenant la virtualisation. Et donc, c'est cette vision, en fait, de cette virtualisation que l'on souhaite partager aujourd'hui avec vous. Et bien sûr, on est dans le tourisme, donc de mettre en avant, évidemment, les opportunités ou pas pour le tourisme de ce mouvement de digitalisation. Alors, notre programme aujourd'hui va s'articuler de la façon suivante. On va partir déjà d'une définition de la virtualisation pour qu'on sache bien de quoi on va parler. Et ensuite, on va parler des insights. Alors, c'est un terme anglo-saxon qui parle en fait des besoins, des attentes sous-jacents des cibles dans le tourisme, hein. On a des gens qui sont des touristes, des excursionnistes, etc. Parfois des spectateurs aussi, quand il y a des spectacles, des activités de loisirs, etc. Donc, quels sont les besoins en fait des populations sous-jacents aujourd'hui? Et puis ensuite, par rapport à ce mouvement de virtualisation qui est déjà en place pour partie, à quels besoins ce mouvement de virtualisation répond. Ensuite, on abordera effectivement les publics qui sont plus particulièrement concernés par des usages en fait associés à la virtualisation. On parlera des usages ensuite, évidemment, qui sont proposés en fait aujourd'hui dans le cadre de cette évolution vers la digitalisation. On parlera des technologies sous-jacentes. En fait, ces nouveaux usages, ils sont permis effectivement par des avancées technologiques. Et donc, ce sont des technologies sous-jacentes qui sont des moyens et pas des fins, hein, des finalités, mais on en a besoin en fait pour parvenir à construire les usages. Donc, on les abordera. Sachant que effectivement après on a vraiment des experts technologiques et que ces technologies évoluent énormément aujourd'hui, sont encore en pleine, sont pas stabilisées. Évidemment, ça vous intéressera. Je vous donnerai des exemples, des cas concrets en fait d'application dans le tourisme, même si aujourd'hui le tourisme est pas leader, il n'est pas non plus dans les derniers, mais il n'est pas leader dans ce secteur pour le moment.
Et puis, on verra aussi que dans les cas d'application, il y a beaucoup d'applications à l'international. Et ensuite, on se posera effectivement la question des perspectives de développement pour les prochaines années. Et puis, effectivement, moi, je pourrais répondre à vos questions aussi en fin de webinaire. Puis, de toute façon, si vous en postez aussi quelques-unes dans le fil de la conversation, on fera des petits points de temps en temps avec Anne-Christine pour aussi éventuellement pouvoir répondre à certaines questions au fil de l'eau. Alors évidemment, virtualisation, de quoi parle-t-on? Enfin, donc là, c'est la première chose qu'on doit se poser comme question. Et par rapport à la virtualisation, en fait, comment ça se positionne? Et même si on remonte encore beaucoup plus loin, avant la digitalisation, quelle est vraiment d'où partons? Et on est passé par la digitalisation et aujourd'hui, comment on peut positionner en fait cette virtualisation? Alors pour ce faire, je vais vous donner deux exemples concrets. La virtualisation permet de totalement dématérialiser un certain nombre de choses. Donc, si on prend un exemple de vêtements, on avait des vêtements physiques, bah voilà, qui étaient en tissu, etc., avec des boutons, des fermetures éclairs, etc. Et puis, on est passé à un vêtement qui pouvait se digitaliser sur des sites e-commerce avec bah, évidemment des photos hein, de haut, sur le côté, par en dessous, etc., avec des vues à 360 qui permettaient donc de l'appréhender de façon digitale. Et mais par contre, il avait une existence physique. Et quand on l'achète, bah, à un moment donné, on a un vêtement physique en fait qui arrive à notre domicile. Mais aujourd'hui, en fait, la virtualisation va amener en fait des objets qui n'ont aucune existence physique. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir un vêtement en fait hein, qui n'a jamais été fabriqué dans aucune usine et qu'on va pouvoir néanmoins acheter et qu'on va pouvoir utiliser en fait pour habiller un avatar. Qui sera une personne aussi qui n'aura pas d'existence réelle et physique. Les magasins, de la même façon, on avait ce qu'on a appelé des magasins en dur, avec des murs, des planchers, des sols, des rayons, etc. Et puis ensuite, on a eu des magasins digitaux, enfin, des sites e-commerce, où effectivement, on a pu acheter des objets qui étaient digitalisés sur ces sites e-commerce. Et bah, dans l'univers du virtuel, en fait, on n'aura plus de magasins en dur, on n'aura plus de sites e-commerce comme on les connaît aujourd'hui. On aura en fait des boutiques complètement virtuelles dans lesquelles on pourra se promener, on pourra voir des objets, etc., qui sera développé dans un metaverse. Voilà, donc et donc, on aura vraiment des lieux d'achat qui seront complètement virtuels, mais qui ressemblent, enfin, qui fonctionneront aussi sur l'esprit, en tout cas, d'un magasin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'un site e-commerce. À titre d'illustration, sur ce slide, vous avez une photo d'un magasin réel, réel physique à gauche, et puisque ça a transformé en fait la façon dont ça a été transformé par des sites e-commerce, et puis à droite, on dirait une vraie boutique. Eh bien, en fait, le visuel, c'est une boutique qui n'existe pas, qui a été donc construite en métaverse, dans laquelle je peux circuler et dans laquelle je peux déambuler et je peux changer de place dans cette boutique et je peux même aussi rencontrer d'autres clients dans cette boutique. Donc, si on doit retenir un maître mot en fait de cette virtualisation, c'est de l'irréel. Alors, au plus près du réel, ou complètement aussi par moments fantasmé. Le petit visuel en fait que vous voyez au-dessus, c'est l'image en fait virtuelle d'une ville de demain qui a été imaginée par Saint-Gobain. Même chose en fait sur le visuel du slide précédent. Ce sont des visuels créés par de l'intelligence artificielle sur des choses qui aujourd'hui n'ont pas d'existence physique. Alors,
Aujourd'hui, on a des usages en fait qui sont déjà développés et qui correspondent en fait à un certain nombre d'aspirations en fait de nos populations. Enfin, quels sont les besoins de nos populations? Enfin, dans Pardon, la besoin Madame Delvaux. sous-jacent, on a des populations aujourd'hui qui ont des besoins d'évasion. Et donc, le tourisme y répond assez bien. Et ces besoins d'évasion, en fait, ils peuvent être des besoins d'évasion dans des univers réels éloignés et des besoins aussi d'évasion dans des univers inédits outre-monde. Ça, on a ce premier type de besoin. On a aussi dans nos populations, et on l'a vu pendant le Covid, d'ailleurs, dans le secteur du tourisme, eh bien, des besoins de sécurisation. Donc, c'est sûr qu'en pleine période de Covid, ben, on n'avait pas forcément envie d'aller dans des zones où il y avait des grosses affluences touristiques, notamment. Donc, les populations aujourd'hui ont des besoins de sécurisation aussi dans leur vie de tous les jours. Et donc, les univers virtuels, en fait, vont leur permettre aussi de pouvoir être dans un univers sécurisé, qui n'a pas de conséquences en fait dans l'univers réel, qui leur permet aussi, ces univers virtuels, de pouvoir garder un certain anonymat et aussi de ne pas avoir de vrai contact physique et du coup, même on voit des touristes chinois à Paris qui se font des fois dévaliser, etc. Donc, dans des univers réels et là, dans des univers virtuels, en fait, ils sont en sécurité. Il y a pas de violence, il n'y a pas d'agression physique, en tout cas. Il n'y a pas non plus de risque de maladie. Donc, on est dans des univers virtuels, effectivement, qui permettent une certaine sécurisation. Ensuite, les univers virtuels permettent aussi d'avoir une grande liberté. Et aujourd'hui, on va parler d'avatar en fait. Et donc, dans les univers virtuels, on peut se promener en fait avec un avatar qui nous représente et qui est qu'on va pouvoir habiller, qu'on va pouvoir donner, à qui on va pouvoir donner une personnalité, etc. Et donc, ça nous donne une grande liberté en fait dans nos comportements, dans notre look, dans notre apparence physique. Ça donne une grande liberté qu'on n'aurait pas en fait dans l'univers réel. Voilà, donc ça, c'est un besoin aussi de liberté auquel la virtualisation permet en fait de répondre. Aujourd'hui aussi, on a en fait des personnes qui souhaitent en fait pouvoir avoir le pouvoir de faire un certain nombre de choses, de détenir un certain nombre d'objets, de pouvoir accéder à certains univers, donc d'avoir des pouvoirs décuplés sur leur vie. Et donc, la virtualisation, en fait, va permettre de pouvoir donner accès facilement à des lieux, à des comportements, à des sociabilités, des habiletés aussi, de pouvoir rajeunir, par exemple, ce qui est compliqué à faire dans le monde réel, sauf pour parfois certaines personnes, mais ce sont des exceptions. De pouvoir posséder, utiliser en fait des choses qu'on ne pourrait pas en fait utiliser dans un monde réel. Voilà, donc ça fait partie des besoins également auxquels va pouvoir répondre la virtualisation. Enfin, et puis au niveau des univers virtuels, en fait, qui sont pas réels, on a beaucoup de liberté aussi sur la créativité. Et donc, on va avoir en fait possibilité de créer des choses, des personnages qui sont totalement novateurs dans le look, dans les, dans les habillements, dans les maquillages, etc. Dans l'univers des beaux-arts, de la culture et des sculptures, on va pouvoir avoir des créations, des œuvres d'art en fait, qui ne pourraient pas avoir d'existence physique. Tellement ce serait compliqué, mais qui vont pouvoir donc être hyper créative en s'exonérant justement de matériaux physiques. Et puis, la virtualisation aussi, ça permet de pouvoir
accéder à des choses avec un prix moindre. Si je parle par exemple d'un spectacle, on peut avoir des spectacles virtuels en fait, hein, qui vont permettre d'assister à un spectacle pour des coûts moindres que si on doit se rendre, je sais pas, à New York pour voir un concert de Lady Gaga en réel, avec le coût du voyage, les prix des spectacles, de l'hébergement, etc. Donc ça, ce sont quelques-uns en fait des besoins auxquels en fait permet de répondre aujourd'hui les nouveaux usages liés à la virtualisation. Je viens de jeter un petit coup d'œil au fil de la conversation, hein, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je passe au slide suivant. Alors, les mouvements de virtualisation, enfin, à quel public en fait ça s'adresse plus particulièrement? Alors évidemment, à des personnes qui sont numériques friendly, hein, c'est-à-dire très familières et qui apprécient en fait aujourd'hui les usages liés au numérique, hein, des gens qui sont par exemple alors qui utilisent par exemple beaucoup la visio par exemple. On a aussi des personnes décroissantes, hein. Les décroissants, ce sont des gens en fait qui sont très vigilants par rapport au développement durable, etc. Et qui, des fois, vont privilégier, par exemple, de visiter le Machu Picchu en mode virtuel et de rajouter de la pression touristique sur ce site en le visitant de façon réelle. Donc, du coup, on a des fois ces personnes, en fait, hein, qui économisent les ressources réelles, vont être des fois très ouvertes à ce qui permet en fait d'accéder à un certain nombre de choses, mais de façon virtuelle. On a aussi ce qu'on appelle les shifters. Ce sont des personnes qui sont des fans d'espaces fictionnels et donc qui vont aller par exemple voir des films de science-fiction, par exemple, qui vont aimer le film Avatar. Et puis on a aussi les joueurs de jeux vidéo, qui eux ont déjà l'habitude en fait de plonger dans des univers en fait virtuels qui n'ont pas de réalité et qui ont l'habitude aussi de les partager ces espaces avec d'autres joueurs et donc d'être sur des sociabilités en fait virtuelles dans ces espaces de jeu totalement virtuels. On a aussi des personnes à relativement plus faible revenu, eh bien, qui vont acheter des sacs Vuitton virtuels qui vont être beaucoup moins chers que les réels. Donc, on a des personnes aussi qui vont pouvoir en fait voyager de façon virtuelle alors qu'elles n'auraient pas les moyens de le faire en réel. Donc, des personnes à relativement plus faible revenu sont des cibles aussi pour les usages liés à la virtualisation. On a aussi des personnes, des fois, qui sont en situation de handicap moteur, qui ne pourraient pas se déplacer physiquement dans des endroits, dans des lieux, des musées, des magasins, des parcs de loisirs, etc. Et qui, du coup, vont pouvoir bénéficier d'expériences virtuelles qui seraient inaccessibles des fois pour elles, soit parce que effectivement le transport serait trop fatigant ou contraignant. Le coût de ce transport pourrait aussi être difficile. Et puis l'accessibilité vraiment à ce voyage aussi compliqué, même si aujourd'hui, heureusement, on a beaucoup d'hôtels qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, etc. On a des grandes avancées. Mais malgré tout, une personne en situation de handicap moteur pourrait accéder à plein d'expériences dans le secteur du tourisme sans bouger de chez elle. Et voilà, donc ça, c'est une cible aussi. Et puis, on a des personnes aussi qui sont socialement isolées et qui, par moment, en fait, sont contentes de pouvoir se retrouver dans des endroits avec d'autres personnes et d'avoir des relations sociales, en fait, avec d'autres personnes dans ces univers virtuels sur lesquels, en fait, elles oseraient moins, en fait, aller dans des univers réels. Alors, on a aussi dans ces usages de virtualisation des personnes qui sont éloignées géographiquement. On l'a vu, moi j'ai accompagné un théâtre, le théâtre Apollo, en fait, pendant le Covid, et qui a ouvert en fait des représentations de stand-up de façon virtuelle.
Et on est allé chercher, en fait, à notre plus grande surprise, énormément de spectateurs à l'international, aux États-Unis, au Canada, des publics francophones, hein, des Sénégalais, des Marocains, etc. On avait tous les publics francophones du monde qu'on a réussi à réunir, alors que le théâtre Apollo, en fait, en réel, il a très peu de personnes qui n'habitent pas la France, en fait, qui viennent assister aux représentations. Voilà. Alors, je regarde aussi toujours le petit fil de la conversation. On n'a pas de questions par rapport à ces cibles. Donc, les usages aujourd'hui, pour fixer clairement les idées à tout le monde, sur cette virtualisation, on va avoir le premier usage, c'est de créer des univers, en fait, totalement irréels, des boutiques virtuelles. Alors, des fois, qui peuvent ressembler à du réel, hein, ou pas. Des hôtels, des appartements virtuels. Donc, des moments, vous avez un vrai appartement qu'on va transformer en fait en appartement virtuel dans lequel on va pouvoir se promener comme si on y était. Et ça va éviter, si on veut investir par exemple, ou si on veut louer un appartement à Marseille pour les vacances, et ben, au lieu d'avoir trois, quatre photos, enfin, on va pouvoir se promener à l'intérieur de cet appartement réel, mais en virtuel. Voilà. Les musées, on a déjà d'ailleurs quelques musées qui s'y sont frottés. On pourra se promener dans un musée réel, en virtuel, ou on pourra créer en fait des aménagements de musées complètement irréels, mais avec par exemple des œuvres d'art réelles aussi, ou des œuvres d'art digitales. Les escape games aussi nous font voyager dans des univers virtuels. On a aujourd'hui des sites réels dans lesquels on peut se promener de façon virtuelle. On a aussi des sites touristiques, des fois qui sont irréels, mais très proches dans l'ambiance du réel. Et je donnerai un exemple aussi tout à l'heure. On peut avoir des discothèques virtuelles et faire des soirées festives dans ces discothèques virtuelles. Je vous donnerai un petit exemple aussi tout à l'heure. On peut avoir un siège social aussi qui soit virtuel. On peut avoir une administration, un ministère par exemple, qui soit accessible sur un metaverse. On verra aussi un exemple tout à l'heure. Et puis on a des univers virtuels aussi à vocation non permanente, à vocation événementielle. On a, par exemple, la Fédération des industries nautiques qui, pendant le Covid, nous a fait le premier salon virtuel des industries nautiques. On peut avoir des spectacles également qui soient virtuels, totalement ou partiellement. On a aussi des conférences qui peuvent être faites dans des métaverses. On peut avoir des formations qui peuvent se réaliser aussi dans des métaverses. On a eu un recrutement, vous avez peut-être entendu parler de Carrefour, qui a lancé un recrutement dans un métaverse avec Monsieur Bompard, qui est le PDG en fait de Carrefour, et qui a reçu en fait tous les candidats qui étaient convoqués en entretien dans ce métaverse Carrefour. Alors ensuite, en termes d'usage, on a des personnages virtuels, ce qu'on appelle des avatars. Et donc, dans le secteur du tourisme, nous avons déjà des cas de guides touristiques virtuels qui permettent en fait de pouvoir interagir avec quelqu'un qui n'existe pas du tout et qui va nous accompagner, nous donner des informations, des conseils personnalisés aussi des fois. Voilà. Dans certains musées, nous avons des avatars aussi qui sont des personnages historiques. euh, et avec lesquels on va pouvoir interagir, qui vont nous présenter leur vie, etc., leur biopic. Nous pouvons aussi avoir des conférenciers, des animateurs virtuels, des animaux virtuels. Donc, au-delà des personnes, on peut faire des animaux aussi. Des assistants virtuels, des chatbots également, sous forme d'avatar ou d'hologramme également. On a des objets virtuels aujourd'hui. Vous avez dans le secteur de la mode, en fait, toutes les grandes marques de mode qui vous permettent, qui ont créé en fait des vêtements virtuels, des sacs à main virtuels, des colliers, des bijoux virtuels que vous pouvez acheter pour habiller votre avatar pour qu'il ait une belle apparence. Vous pouvez aussi avoir des œuvres d'art qui n'ont aucune existence physique, les acheter
et avoir le certificat de propriété qui va avec. Vous pouvez avoir des billets de spectacle complètement dématérialisés, mais on verra que par rapport au billet digital, e-billet, aujourd'hui, un billet en mode virtuel, il y a une épaisseur en fait qui est ajoutée en fait sur ce billet, notamment en termes de sécurisation, grâce à des nouvelles technologies. On a aussi des dons qui peuvent se transformer en objets virtuels avec le reçu fiscal qui va avec, des titres, des certificats de propriété, etc. Donc, ce qu'on appelle des NFT, des non-fungible tokens, et qui sont des objets en fait avec une couche de sécurité et d'unicité qui sont très importantes en fait dans certains contextes. Donc là, on a des objets qui prennent donc des formes virtuelles, mais on a aussi des contenus qui prennent une forme de NFT, des morceaux de musique, des images virtuelles, des moments d'un match ou d'un concert qui donc sont immortalisés dans un emballage virtuel et cet emballage pouvant aussi être unique, certifié, sécurisé et donne des applications donc en termes de commercialisation nouvelles. Et puis, nous avons aussi des monnaies complètement virtuelles qui n'ont pas d'existence physique, où il n'y a pas de billets papier, ni de pièces. Vous avez bien sûr entendu parler du Bitcoin, de l'Ether éventuellement, du Binance Coin, du Dogecoin aussi. Voilà, ce sont des, euh, des, euh, des usages en fait très importants en fait dans cet univers en fait de virtualisation. Alors, sur les avatars, du coup, je voudrais vous partager, j'ai deux choses à vous partager. Je voudrais, parce qu'il faut se fixer, ça reste pas forcément très, très concret. Je vais vous partager une première vidéo et je vais inclure le son. Et je vais aller la chercher dans ma fenêtre. Alors, je réinclus le son, je glisse dans mes fenêtres. Et donc, c'est l'univers, le metaverse de Paris Hilton. Voilà, alors j'espère que tout à l'heure, je n'ai pas... Voilà, alors c'est... En fait, est-ce que vous voyez Oui, Paris Hilton s'afficher? oui, C'est c'est bon? affiché, Florence. Alors, je lance la vidéo. Vous avez le son Non, pas de son. avec pas de son. Alors, pourtant, j'avais coché audio. Je repartage. J'embarque le son. Je vais dans mes fenêtres. Voilà. Toujours pas de son. Pourtant, j'ai coché le son, Anne-Christine, vraiment. Et l'autre jour, ça fonctionnait. Là, vous voyez de toute façon le visuel du metaverse. En gros, la musique, c'est une musique festive qui accompagne, et vous êtes dans le metaverse de Paris Hilton qui organise une soirée festive et qui invite ses fans. Ce metaverse, en fait, est une version de son univers de vie. Elle a une immense villa et en fait, elle emmène ses fans. Donc ici, en fait, on projette, on fait vivre son avatar dans l'univers. Et donc, on peut se déplacer dans l'univers. On peut aller dans plusieurs endroits de cet univers-là pour partager cette soirée avec d'autres personnes. Donc, vous voyez, les gens, en fait, se transportent. Et là, ils sont en train de sauter, de danser. Et donc, ils parlent. Ils peuvent se parler, etc. Ils peuvent faire des apartés. Et donc, ils peuvent passer, en fait, la soirée dans ce metaverse. Voilà. De toute façon, vous aurez les liens, en fait, sur ces vidéos. Vous pourrez les regarder en replay. Donc, je vais arrêter le partage
et je vais revenir en fait sur le PowerPoint pour continuer en fait. Alors oui, je vais refaire un nouveau partage quand même. Je voulais vous partager, j'inclus à nouveau le son. Je vais dans mes fenêtres et là, cette fois-ci, je vais, je vais partager une autre vidéo. Enfin, Ouais, on me dit qu'on entend, mais il faut augmenter le son. Alors ouais, moi j'entendais pas, mais alors moi, je peux essayer chez moi d'augmenter le son. moi je vais faire la même chose de mon côté. Alors là, j'ai quelque chose qui coince. OK. Alors, je le mets en plein écran. Je la mets en plein écran. Bon, yo les amis, aujourd'hui on part à la découverte On du entend. Full Body HTC. Donc, le principe c'est pouvoir bouger nos jambes comme ça et bouger le bassin. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les avantages et les inconvénients du Full Body en HTC. C'est bon, Florence, Dans ça un deuxième fonctionne. temps, nous allons voir comment on l'installe sur l'ordinateur et comment on l'utilise sur VRChat. Puis après, pour terminer, nous allons voir une petite démonstration de Full Body Dance. Allez, on découvre ça tout de suite maintenant. Oh yeah! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les avatars dans VRChat ne sont pas compatibles full body, donc certains auront le bassin qui vont se casser, d'autres seront intermédiaires, passeront, mais ne seront pas une détection parfaite, comme Mamiku, et il y en a d'autres qui détecteront très bien. Alors, pour vous donner un exemple, là, je touche mon pied, donc vous voyez qu'il y a un décalage entre quand je touche mon pied et l'arrêté, les jambes sont beaucoup plus longues. Alors là, je vais prendre un avatar qui est parfaitement full body, donc vous allez voir qu'il détecte beaucoup mieux. Alors, on va faire une démonstration IRL. Donc, vous pouvez voir, j'ai déjà un tracker au niveau de la ceinture. J'en ai aussi au niveau des pieds, donc ça m'en fait 3. Alors, la zone que j'utilise n'est pas la plus optimale. Normalement, il faut une zone beaucoup plus grande, mais vous allez voir que malgré cette zone, j'arrive à débrouiller. Alors, pour commencer les déplacements, vous allez voir que ça détecte relativement bien, même les demi-tours, comparément au tuto Kinect qui disait qu'il y avait des soucis. Là, il n'y a pas de soucis. Voilà. Alors, je ne veux pas vous la passer entièrement non plus, mais en fait, ça vous donne une illustration de ce qu'on peut faire avec un avatar. Et donc, ce jeune homme, en fait, a construit son avatar et en fait, il va pouvoir l'utiliser pour se déplacer dans des univers virtuels. Et donc, il est dans son appartement et en fait, il va faire des mouvements pour se déplacer, en fait, dans cet univers virtuel. Voilà, donc vous pourrez aller regarder au bout comment ça fonctionne plus précisément. Et puis, c'est pareil, hein, aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos en fait, hein, qui permettent en fait de regarder des démonstrations en fait, hein, de tous ces nouveaux usages technologiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur Metaverse et Avatar. Alors, en termes de technologie, je passe vraiment sur les principales technologies. Il y en a d'autres, hein, qui ne sont pas listées ici, mais là, ce sont les principales. Et pour juste qu'on rentre en fait, hein, dans le concept de la technologie, après, techniquement parlant, c'est très complexe. Mais grosso modo, enfin, pour faire simple, on a la blockchain aujourd'hui qui est comme une grosse base de données partagées qui permet en fait de sécuriser des transactions. Et donc, dans les blockchains, on a Ethereum, on a Solana, EOS, Tron, etc. Et c'est ce qui permet, par exemple, quand on crée une œuvre d'art, de pouvoir en fait l'encapsuler en NFT avec un certificat de propriété et que en fait c'est pas copiable en fait, hein. Donc c'est protégé grâce à la blockchain. Quand vous faites des transactions avec des crypto-monnaies, avec de la Bitcoin, eh bien la transaction elle est historisée, sécurisée, mémorisée, etc. grâce à la blockchain, qui est un univers en fait voilà, qui est partagé en fait par tous les utilisateurs. On a aussi la technologie 3D. Vous avez vu, hein, pour l'avatar, évidemment, il faut avoir de la 3D pour introduire du relief, etc. Donc ça, c'est les Pokémon, c'est pareil, on a besoin de 3D aussi. Et puis, on a aussi l'intelligence artificielle
qui va nous permettre en fait d'avoir des avatars, par exemple, où il n'y a personne, il n'y a pas une personne derrière, et c'est un chatbot. Donc on voit au Japon aussi, il y a pas mal de robots en fait qui font de l'accueil, etc. Grâce à l'intelligence artificielle en fait, où on a du traitement de la langue, on a de la reconnaissance vocale et textuelle, on a de la synthèse vocale et textuelle aussi, de la génération d'images grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment aussi dans l'univers de la virtualisation, une technologie qui est très fréquemment embarquée. Et puis, vous avez vu aussi le jeune homme tout à l'heure, pour la réalité virtuelle, par moment, on a besoin en fait d'un casque de réalité virtuelle, d'une veste. Alors, il avait en fait des éléments haptiques, hein. En fait, on appelle ça des vestes haptiques, des gants haptiques. Et même ces gants, en fait, donc permettent d'incrémenter le mouvement de notre avatar, mais de temps en temps aussi, aujourd'hui, il y a des innovations où on va pouvoir retrouver des sensations de toucher. Et il y a des innovations aussi qui sont en cours de développement sur tout ce qui est odeur aussi. Euh, donc ça va en fait, on va pouvoir reconstituer de façon virtuelle quasiment tout ce qui existe de façon réelle aujourd'hui. On a aussi la réalité augmentée. Et là, vous connaissez certainement les Pokémon Go. On a un objet irréel qu'on va projeter en fait dans un monde réel. Alors, dans l'immobilier aujourd'hui, vous avez des cabinets d'architectes qui vont faire l'architecture, par exemple, d'un opéra et qui va aller projeter en fait sur la place, je sais pas moi, de la Bastille, le nouvel Opéra Garnier, revu et corrigé en virtuel en fait, pour voir comment ça va s'implanter en fait sur la place, hein. Alors, on a pas mal de technologies de ce type, hein. Alors, je vais passer donc du coup à des exemples dans le secteur du tourisme. Alors, pour, par exemple, reconstituer des choses qui n'existent plus. Alors, c'est vrai que, par exemple, à Cluny, déjà, on avait des débuts, en fait, de reconstitution virtuelle de Cluny. Mais là, effectivement, la dimension metaverse, ça veut dire qu'on pourrait se promener dans l'ancienne abbaye, en fait, hein. Et donc, là, sur le château de Versailles, a créé donc une application en fait, hein, autour des jardins disparus du Roi Soleil. Donc le 25 mars 2025, ça va être du 25 mars au 2025 jusqu'au 4 janvier 2026, qui permettra d'explorer en réalité virtuelle la ménagerie royale, le bosquet du labyrinthe et la grotte du Tétis du château de Versailles au XVIIe siècle, et de mieux comprendre comment Louis XIV entendait utiliser les arts, l'architecture et la nature pour affirmer son pouvoir. Donc, en termes de moyens techniques, cette animation en fait a été développée à l'aide de documents d'archives, de témoignages d'experts du château de Versailles et de vestiges archéologiques, puis animée par une technologie de pointe et des casques mobiles Vive Focus Vision de HTC. Vous avez un article en fait, hein, qui parle en détail en fait de ce qu'a fait le château de Versailles dans ce domaine. Vous avez le lien dans le support que vous aurez également, hein. Et la tarification en fait, hein, cette animation en fait dure 25 minutes et elle est commercialisée à hauteur de 15 euros. Alors, un autre exemple de visite en réalité virtuelle de site non réel, la reconstitution du siège de Priva par l'Office de tourisme. Et donc, c'est une reconstitution historique de la ville de Privas, située en Ardèche, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle présente la ville telle qu'elle était avant sa destruction pendant les guerres de religion. Donc, le porteur du projet, la ville avec l'Office de tourisme, les moyens techniques utilisés de la vidéo en 3D et une application. Vous avez également un lien démo de cette visite virtuelle que vous pourrez activer.
Et un autre lien, je suis en train de regarder le timing pour qu'on ait un petit peu de temps. Vous avez un autre lien également sur cette page avec un metaverse. Ah, je vais quand même, je résiste pas à l'envie quand même de vous le. Ah, je l'avais pas mis, je l'avais pas embarqué. Je vais vous montrer le Machu Picchu quand même. Mais allez regarder, vous irez regarder ce lien sur la Polynésie. C'est un univers virtuel qui, comment dirais-je, reconstitue ce qu'est la Polynésie et qui permet en fait de former des agents de voyage à la découverte de la destination sans y aller en fait, pour savoir en parler, en fait, en se promenant dans ce metaverse et de se rendre compte de ce qu'est la Polynésie quand on n'y est jamais allé, en fait. Donc voilà, vous irez regarder ceci. Le Machu Picchu, enfin, c'est un autre exemple aussi où vous savez que ce site, en fait, il est limité, je crois, en fréquentation à 2000 personnes par jour. Et donc, il y a une grosse demande pour le visiter. Et donc là, c'est une application qui a été développée pour se promener librement sur le site en découvrant des informations intéressantes, des anecdotes sur l'histoire, la culture des habitants, des lieux, pour personnaliser son expérience en choisissant les différents modes de jeu, tels que le mode exploration ou le mode histoire. Voilà. Les moyens techniques, le National Geographic a publié une application VR intitulée Machu Picchu Explore Now pour Oculus Quest. Donc là, moi, j'ai pas de casque aujourd'hui de réalité virtuelle. Vous avez sur ce cas d'usage un article dans le support et puis une petite démo que je vais aller partager. Alors, je réembarque le son. Et je revais dans mes vidéos et je vais Les repartager. déplacements sur le côté, Excusez-moi. pas de souci aussi. On peut bouger les Oups. jambes, hein, ça détecte bien. J'ai. Le bassin aussi, plutôt bien détecté. Excusez-moi. Quand on s'assoit, ça peut même détecter quand on croise les jambes, par exemple, et qu'on peut bouger le pied individuellement. Ah là là. Et là, ça détecte vraiment les pieds aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, les sauts. Je suis désolée. J'ai des soucis de partage de la vidéo. Est-ce que. Là, c'est bon, on n'a plus de son. Et moi, j'en ai chez moi. C'est ce qui me perturbe en fait. Je comprends pas pourquoi j'en ai chez moi. Si vous faites le go, là, c'est parce que vous étiez sur l'ancienne vidéo. Ouais, Oui. voilà. Alors, je vais peut-être augmenter le son. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous déplacer sur un certain nombre de points du Machu Picchu. Donc là, je vais revenir en fait à la carte et je vais pouvoir recliquer en fait sur d'autres points. Et donc, vous allez recharger encore pour aller dans un autre endroit du Machu Picchu. Voilà, là, je suis arrivée dans un autre endroit encore. Ça donne une vision 360 de l'endroit où vous cliquez. Voilà. Alors, la différence avec les métaverses, en fait, c'est que là, je ne peux pas me déplacer, en fait. Alors que le métaverse, on peut vraiment se déplacer et se mouvoir, en fait, à l'intérieur du site.
Mais ça, c'est une des premières applications, en fait, hein, qui a été développée aussi de visite virtuelle. Donc, aujourd'hui, en fait, on est capable de faire des choses vraiment dans lesquelles on va se promener. La, On la, avait eu les 150 ans de l'impressionnisme au musée d'Orsay aussi, qui a utilisé la technologie ouais, pour se déplacer dans l'univers ouais. euh, Là, vous avez impressionniste. un autre cas d'usage de la ville de Séoul, en fait, qui embarque le tourisme, mais pas que. Enfin, donc, la ville de Séoul réplique de la capitale accessible sous forme d'univers numérique 3D pour y faire des démarches administratives, des visites touristiques, des réunions d'entreprise. Ils ont embarqué donc 10 sites visitables, dont vous avez une liste juste en dessous. En termes de moyens techniques, donc ils utilisent de la réalité étendue, qui est une combinaison entre de la réalité augmentée, incruster des éléments virtuels dans le monde physique au travers d'un écran, de la réalité virtuelle se projeter dans un univers totalement artificiel, souvent à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, et de la réalité mixte qui mélange en fait éléments concrets du monde réel à des objets fictifs de l'espace réel. Donc là, je vais aller rechercher mon lien aussi. Je vais, alors, je vais inclure également toujours le son. Enfin, là, je vais vous la mettre. J'ai des problèmes de manipulation, Anne-Christine, qui sont terribles en fait, hein. Qui sont terribles, 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 que je suis désolée, hein, j'en suis désolée. Et C'est-à-dire, ben, en fait, par rapport à d'habitude, j'ai des choses que je dois gérer que je n'ai pas à gérer d'habitude. ah bon? Donc là, est-ce que ça va là? Est-ce que Pour vous voyez? l'instant, on n'a pas le partage d'écran. Il faut que vous repartagiez votre écran. En fait, j'ai énormément de... Enfin, c'est peut-être le fait que vous soyez en mode présentateur, parce que d'habitude, c'est vous qui êtes Ouais, c'est organisateur. Ouais, possible. comme, C'est mm, possible. mm, Alors, je du coup, pense. Bon, on a réussi jusque-là à peu près. oui, Voilà. ça Là, vous va. êtes en partage, c'est bon. Ok, je vais C'est- essayer de mettre en plein écran. Ah ben, j'ai cliqué sur quelque chose ouais, qui ne veut pas. voilà. Là encore, hein, je vous montre le début de la vidéo, enfin, pour que vous ayez une vision de l'univers. Et donc là, les personnes, en fait, elles se déplacent dans tous ces univers-là, hein. Et elles peuvent réaliser leurs démarches administratives aussi dans ce metaverse. Donc là, vous voyez, c'est un site touristique. Là, elles se promènent, en fait, vous voyez, elles rencontrent des gens, etc. Il y a des interactions. Elles peuvent patienter dans des... Voilà, là encore, je vous invite à aller regarder, en fait, euh, approfondir en fait la visualisation de ces vidéos, enfin, qui sont, alors certaines en anglais, hein, mais on a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qui sont à l'international. Euh, donc, des fois, si vous comprenez l'anglais, vous aurez plus de détails, de compréhension, comment ils ont développé, comment ça sert, toutes les applications qui sont derrière. Et vous aurez aussi un article qui est assez détaillé aussi sur les propositions de la ville de Séoul. Les NFT, nous avons aujourd'hui, en 2021, dans l'ancien musée Pierre Cardin du Marais, il y a des œuvres digitales
qui ont été exposées. Ce sont des œuvres qui n'ont aucune existence physique et qui ont été exposées en fait dans ce musée. Et j'ai aussi, donc vous avez d'autres cas d'usage, en fait, le musée d'Orsay dont parlait Anne-Christine tout à l'heure, le centre Pompidou aussi, qui a eu des initiatives en fait dans ce domaine. Et excusez-moi, j'ai des choses qui sont sur mon diaporama qui me. Donc le musée aussi Crypto Art de Seattle. Voilà. Vous avez un autre lien démo également. Enfin, je voudrais quand même vous le montrer. C'est ma dernière démonstration, je pense. Je vais refaire un partage. Ça va être le dernier. Euh, et du coup, enfin, voilà. Donc là, c'est le musée en fait qui avait fait un metaverse avec les. Et là, on peut se promener en fait pour dans l'endroit pour aller voir en fait les œuvres d'art. Donc là, il faut que je lance en fait l'application pour me déplacer, pour pouvoir me déplacer. Donc vous aurez aussi ce lien à explorer pour, vous voyez, pour visiter en fait cet univers virtuel également. Alors, toujours pour continuer en fait dans les usages. Euh, donc là, on avait des NFT. On a des images virtuelles également qui peuvent être créées avec de l'IA. Il y a pas mal d'applications aujourd'hui qui en ont créé, pas mal d'offices d'offices de tourisme qui en ont utilisé. La limite de l'exercice, en tout cas pour valoriser une destination, c'est d'essayer de ne pas faire de surpromesses au travers de l'image virtuelle. Et puis sur les images virtuelles, on a aussi des problématiques des fois sur des droits d'auteur, puisqu'on retravaille avec des photos de photographes, des fois pour créer ces images virtuelles. Voilà. Mais ça permet aussi des fois de travailler sur des symboliques, de véhiculer des concepts aussi innovants. Voilà, vous aurez un petit article qui traite de ces problématiques d'images virtuelles dans le secteur du tourisme. Voilà. Alors, les avatars dans le secteur du tourisme, on a une initiative de l'autorité saoudienne du tourisme qui a lancé donc une guide touristique intelligente qui s'appelle Sarah, qui est accessible en fait via la plateforme Visite Saoudi, visant à enrichir l'expérience des visiteurs en fournissant des informations détaillées, des recommandations personnalisées, les moyens techniques utilisés, de l'IA, du traitement de langage naturel, de la reconnaissance vocale, et puis aussi des interactions dans plusieurs langues. Vous avez donc un petit article qui vous détaille un petit peu plus effectivement cette application. Enfin, et puis vous avez d'autres cas aussi qui sont cités en fait sur l'Office de tourisme Mona d'Andalousie. Et puis, je suis désolée, hein, j'ai des choses qui se mettent sur mon slide PowerPoint qui m'empêchent de lire mon slide et que j'ai beaucoup de mal voilà, à enlever. Donc, ce cas d'Office de tourisme Mona qui répond donc aux questions, qui planifie des itinéraires en fonction des intérêts des voyageurs. Alors ensuite, nous avons également une compagnie aérienne qui nous a créé un avatar hôtesse de l'air. Donc c'est Qatar Airways sur le compte Instagram. La compagnie donc de l'air. Donc, donc, qui permet en fait d'avoir des conseils de voyage, des anecdotes personnelles de ces escales, un aperçu des coulisses de la vie d'un membre d'équipage de la cabine, un point de vue d'initié en fait sur certaines destinations de la compagnie, le tout avec une touche créative et humaine. Donc en fait, le but c'était d'essayer de réhumaniser en fait la marque, euh, les moyens utilisés de l'IA avec des capacités de lire les émotions.
C'est accessible donc via la plateforme et l'application aussi de Qatar Airways, Qverse, à l'oral ou à l'écrit par le chat. Vous avez aussi un article en fait qui va vous détailler un petit peu plus en fait ce cas d'usage dans le tourisme. On a aussi les hologrammes qui sont utilisés notamment pour de l'accueil. Singapour, à l'aéroport, en fait, a un hologramme qui sert d'hôtesse d'accueil, guidant les passagers vers leur porte d'embarquement, leur offrant des informations sur les services disponibles, la restauration, le shopping, répondant à leurs questions vocales. Les moyens techniques utilisés, de la reconnaissance vocale, de l'intelligence artificielle, de la projection holographique et de la motion sensing. C'est de la détection en fait des mouvements. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de technologies qui sont parfois à la manœuvre en fait dans cet univers de virtualisation. Vous avez un petit lien aussi qui vous permet de compléter en fait les informations sur ce cas d'usage. Un autre usage aussi d'hologramme dans un musée, le musée Robert Schuman, qui projette l'hologramme à taille humaine du père de l'Europe, Monsieur Robert Schuman, pour faire revivre le fameux discours de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, prononcé le 9 mai 1950. Les moyens techniques de l'holographie à haute définition, de l'interactivité tactile avec hologramme, de la projection 3D sans lunettes. On n'a pas besoin de lunettes 3D en fait pour voir cet hologramme. Voilà, vous avez aussi un petit article en fait qui complète ce cas d'usage. Nous avons des usages NFT souvenirs avec le musée d'Auvers-sur-Oise lors des souvenirs digitaux de l'exposition Van Gogh. Alors, le premier souvenir digital qui est commercialisé, c'est la palette de Van Gogh. Ce souvenir est une représentation en 3 dimensions d'une des dernières palettes de Van Gogh. Son prix est à 8,90 € et il y a une édition en fait limitée à 10 000 exemplaires, donc 10 000 NFT. Donc, ce sont des palettes qui n'ont aucune existence physique, qui sont vendues donc en mode NFT digital. Les gens en fait achètent les NFT, les mettent dans des wallets et les conservent donc par devers eux. L'objectif du musée en fait, c'est de diversifier ses offres, diversifier ses recettes aussi, ses revenus. Les souvenirs sont sécurisés sur la blockchain Tezos, garantissant à chaque détenteur une propriété exclusive. Et donc, vous pouvez le revendre, en fait, votre NFT, vous allez pouvoir le revendre. Et vous avez aussi un lien vers un article, en fait, qui vous donne plus de détails sur ce cas d'usage. Toujours dans le tourisme, et cette fois-ci sur les crypto-monnaies, nous avons l'agence de voyage en ligne Travala, qui fait déjà partie en fait des entreprises les plus crypto-friendly, qui va constituer en fait sa propre réserve en bitcoins et en AVA, le jeton maison qu'elle a développé. Elle est basée à Singapour et elle accepte environ 100 crypto-monnaies différentes. L'objectif, en fait, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires. Alors, à titre d'exemple, il faut savoir que Carrefour, en France, vous pouvez payer dans tous les magasins Carrefour en Bitcoin. Et on a des personnes, en fait, qui sont contentes de pouvoir dépenser, en fait, leurs Bitcoins. Donc, vous avez là encore un lien, en fait, vers un article qui vous détaille, en fait, la stratégie de Travala, en fait, agence de voyage dans le domaine, en fait, des crypto-monnaies. La Thaïlande, c'est donc au niveau du gouvernement cette fois-ci, prévoit d'expérimenter des paiements en crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin à Phuket en 2025, donc cet été, enfin cette saison, dans le but d'améliorer la commodité pour les touristes étrangers et de capitaliser en fait sur la popularité croissante des actifs numériques crypto-monnaies. Donc là, en fait, d'un point de vue réglementation du pays, ils avaient tous les cadres juridiques en fait existants qui leur permettaient de le faire. Et donc vous aurez l'article
l'article également en lien sur le support. Alors, je vois que l'heure tourne un petit peu. On s'était dit qu'on ferait 1h10 d'intervention, 20 minutes pour les questions. Enfin, juste en guise d'ouverture, en fait, par rapport à tout ce que il vous a été présenté ce matin. Et la suite, point d'interrogation. Enfin, quels seront à l'avenir les potentiels pour le tourisme? Eh bien, déjà, des premiers cas qui fonctionnent dans le secteur du tourisme, en France, à l'international. Et évidemment, on est sur quelque chose qui est au balbutiement d'un mouvement de fond qui va, je pense, en tout cas en termes de vision, se développer avec la démocratisation évidemment des utilisations. Tout le monde n'est pas encore familier du wallet, des NFT, etc. Euh, en faisant aussi, parce qu'on a plein de secteurs en fait qui sont enfin, qui sont un petit peu plus avancés. Je pense au sport, à la mode, dans la grande consommation. Enfin, des fois, la culture aussi a fait pas mal de choses. L'immobilier, également en faisant des benchmarks, également en faisant très attention, enfin, à bien configurer en fait ces utilisations pour qu'elles soient enfin, ces applications pour qu'elles soient utilisées par les cibles visées qu'elles visent. On a aussi des technologies aujourd'hui encore. Le premier métavers, c'était Second Life. Et aujourd'hui, déjà, les technologies ont permis en fait d'avoir une qualité d'exécution bien meilleure que ce qu'on a pu trouver dans Second Life. Et ça continue. Tous les jours, il y a des avancées technologiques, etc. Donc, les cas d'usage seront de plus en plus qualitatifs grâce aux avancées technologiques. Et puis, on a aujourd'hui dans les métaverses, eh bien, des zones presque aussi de non-droit au regard de non-droit juridique. Donc, il va y avoir besoin aussi d'avoir une réglementation de ces univers-là, comme il y a eu une réglementation d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi, qui est arrivée un petit peu après le développement de ces nouveaux usages. Et puis, la sécurisation des données aussi, c'est une question qui va aussi devoir être traitée par rapport à ces nouveaux usages. Et puis, on va pouvoir avoir des développements aussi parce que de jour en jour, en fait, on a des coûts de développement qui se réduisent. Et puis aussi, par contre, il faudra être vigilant aussi sur l'impact sur les comportements aussi, les comportements sociaux, notamment au sein des métaverses. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Enfin, donc, j'arrête mon partage et puis on va Merci. pouvoir en fait avoir vos réactions, vos questions, enfin, par Merci, rapport à Florence. cette présentation. Je suis désolée pour ces Alors, je suis en train petits soucis d'autoriser, pardon, je suis en train d'autoriser de partage de vidéos. comment, les micros et les caméras. En principe, vous devez pouvoir avoir accès Alors, si vous avez des questions. alors, je vois déjà une première Oui, question. Est-ce que je peux m'en emparer? Oui. bien sûr. Alors, nous avons la question, est-ce que nous avons des chiffres sur le nombre de Français qui utilisent ces technologies dans le tourisme? Alors, et quelle est la tranche d'âge dans ce public? Aujourd'hui, on a des chiffres dans la population française, on a des chiffres, certains chiffres dans le sport, dans le tourisme, il y en existe peut-être, mais j'en ai pas vu. Mais aujourd'hui, sur la population française, on a des taux, par exemple, de personnes qui ont déjà utilisé des avatars, qui détiennent, qui ont acheté des NFT, des choses comme ça. Donc, on a déjà une idée, en fait, de la pénétration de ces choses-là dans la population française au global. Et sur certains usages aussi, enfin, certains univers, notamment dans les jeux vidéo aussi, dans le sport. Il y avait des contreparties. C'est pas une question, c'est une contribution en fait.
dans le fil Oui, de la conversation. bonjour, je travaille au musée d'Orsay. C'était pour compléter sur les souvenirs digitaux, Merci. où en fait, il y avait pas seulement un asset numérique, la plupart, enfin certains d'entre eux, un peu comme sur le principe du golden ticket, donnaient accès Ouais, à certains avantages qui très n'étaient bien. pas en revanche transmissibles quand on vendait le souvenir, qui étaient des accès à des vernissages, des réductions sur certaines activités du musée. Et il y avait aussi notamment un gagnant, un accès à vie au musée. Et donc, D'accord. pardon, qui a été remporté par un Sud-Coréen. Voilà, D'accord, information. parfait. C'est souvent le cas, effectivement, dans les NFT. Généralement, ça crée, c'est pour créer soit de la fidélisation, etc. Et souvent, pour aider à la commercialisation aussi, on embarque avec l'objet des petits bonus. Alors, merci pour les guides conférencières dont je suis, qui ne seraient donc pas intelligentes. Oui. Alors, aujourd'hui, on a quand même effectivement des problématiques avec, réelles et sérieuses quand même avec ces hôtesses de l'air virtuelles et ces guides touristiques. Malheureusement, et on le voit en fait, il y a des moments, euh, il y a des vocations en fait à réduire malheureusement les ressources humaines. Donc ça, c'est un vrai souci. Et aujourd'hui, on voit que la qualité, en fait, les premiers chatbots sur les sites internet en assistance, par exemple, il y a des moments où même pour acheter un billet d'avion, c'était pas très pertinent. Il y a des moments où on posait des questions, ils répondaient à côté, etc. Le premier chatbot, mais là, avec l'intelligence artificielle, plus ça va et plus la qualité des réponses, elle s'améliore. Et donc, des fois, pour des économies de coûts, bah, c'est vrai que la profession des guides conférenciers euh, est en challenge, même si je pense qu'effectivement, il sera toujours plus pertinent le guide conférencier que l'IA. Mais on a ce challenge, en fait, aussi par rapport aux ressources humaines. Alors, je regarde le fil de la conversation. Je pense Est-ce qu'on a qu'il y a répondu d'autres... à tout, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez Si je accès, hein, je crois. peux vous poser d'autres questions, enfin, vous avez forcément des questions avec tout ce qu'on Oui, a les vu. avatars qui sont souvent des ados, est-ce que c'est le public cible? Il y avait Daniel Depot qui... bon, c'est sûr que les avatars, on va dire que c'est pour des générations euh, différentes et que ça peut impacter voilà, des publics plus jeunes qui vont... On peut aussi avoir, par exemple, sur un site touristique, comment dirais-je, une chargée d'accueil en mode avatar. On pourrait, quand on arrive sur un site de tourisme, on pourrait très bien avoir enfin, une personne avatar, en fait, avec qui faire une vidéo aussi. Enfin, en fait, les avatars, on peut leur donner des rôles, en fait, très différents. Oui, On c'est peut les ça, et des construire. images aussi qui se Hum, construisent. Donc, en ouais. fonction de vos cibles que vous voulez toucher, Là, vous si allez on le reprend... créer en fonction de la cible que vous voulez toucher ou comment, de l'âge aussi, j'imagine. Donc, on peut en créer aussi, les offices de tourisme peuvent en embarquer, en fait, peuvent créer des métaverses. Là, j'ai donné des cas d'usage, mais en fait, si on peut créer un office de tourisme virtuel avec des conseillères de voyage ou des conseillers de voyage virtuels, avatar, mais incarnés par des personnes réelles. En fait, ça va très loin hein, dans la vision un peu futuriste. Euh, on pourrait avoir des offices des boutiques. Les offices de tourisme, ils doivent commercialiser aujourd'hui dans des boutiques. Donc, ils ont leur boutique en dur, ils ont leur boutique des fois digitale. Et on pourrait imaginer aussi que, je sais pas, on ait des boutiques complètement virtuelles dans lesquelles on puisse se promener avec des objets à la fois réels, physiques qu'on se ferait livrer chez soi, mais aussi des objets complètement virtuels, des NFT,
qu'on pourrait aussi acquérir grâce à cette boutique totalement virtuelle dans un métaverse. La personne du musée d'Orsay tout à l'heure, euh, est-ce que vous, en termes justement de vente, est-ce, de chiffres un peu par rapport à ça, est-ce que vous pouvez compléter peut-être le cas sur est-ce que vous avez fait d'autres initiatives ou je sais pas si la personne peut-être est peut-être Est-ce plus qu'elle est présente. là? Parce qu'effectivement, les gens commencent à partir. Ah oui, elle doit pas être là, Mhm. je pense. Elle est peut-être partie. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour chacun? Je vais vous envoyer, on va vous envoyer effectivement la présentation avec les liens cliquables. Je vous ai mis le questionnaire de satisfaction. Je vous remercie d'y répondre. Et puis, alors avons-nous une idée des budgets nécessaires pour ce type de développement? Oui, bonne question. Alors, c'est très sur mesure, mais c'est accessible puisqu'en fait, on a des petites entités qui ont créé des metaverses. Donc, en fait, ce sont des budgets qui sont quand même pas enfin, démesurés. Donc, c'est quand même accessible à des petites entités qui ont on a des cas d'usage en fait sur des petites entités. En fait, on peut commencer à faire des choses, même quand on est une TPE ou une PME. Enfin, ce sont des fois des 5 000, des 10 000, des 15 000 euros, enfin, qui restent quand même, on va dire, accessibles. Donc après, ça peut monter très haut, mais en tout cas, c'est pas démesuré. Même chose sur de la création d'un NFT, etc. Ça reste assez facile, hein. Enfin assez accessible financièrement aussi. Et on a plusieurs agences en fait déjà qui sont engagées là-dedans, qu'on peut mettre en concurrence, etc. Merci Florence. Il y a une autre question d'Isabelle. Sur les usages pour les personnes en situation de handicap ou souffrant de troubles mentaux, auriez-vous des exemples à nous indiquer? Est-ce que vous avez... Non. Alors, je suis très investie dans le handicap cognitif, cognitif, psychique et autistique. Et pour autant, et j'ai une veille, on a une veille en fait vraiment là-dessus qui est très importante. Et je suis en train de gratter et de chercher dans mes neurones. J'ai pas mémoire en fait. J'ai pas souvenir d'avoir vu des choses pour ces personnes-là à aujourd'hui. Merci. Et j'ai une question de Delphine. Quels sont les outils utilisés pour créer ces univers? Petit palais. Alors là, enfin, on revient encore sur tout ce qui est. Alors, on a tout le graphisme en fait, hein. On a un travail de graphisme aussi énorme derrière, euh, mais des technologies en fait, on est sur beaucoup de graphisme en fait en sous-jacent aussi pour recréer les univers en fait et ensuite les animer, hein. Donc, on est sur des technologies en fait très proches des jeux vidéo aussi, hein. Au-delà de la blockchain, de la réalité augmentée, etc. Merci. Ah oui, Daniel qui fait un, un constat ou une remarque. Il semblerait que le virtuel soit dangereux pour les handicaps psychiques. Faudrait Oui, c'est effectivement. possible. En tout cas, Alors, il y a des tests. moi, ce que j'ai vu sur des problématiques de solitude, des choses comme ça, où vous avez des petits animaux virtuels maintenant, auprès des ados au Japon, par exemple, qui soignent les problèmes d'anxiété dus à la solitude, par exemple, ou de dépression, avec un petit animal virtuel. Donc, du coup, en fait, là, je pense que sur les impacts, en fait, de ces technologies-là, il y a beaucoup il peut y avoir des choses positives aussi. Il peut y avoir des choses négatives. On manque encore de recul par rapport à ça. Euh, Déjà, en fait, le fait d'avoir des écrans sur les enfants, on a vu l'interdiction, hein, par le gouvernement des écrans pour les moins de 6 ans, je crois. Effectivement, il faut être très vigilant sur la façon d'utiliser, sur l'intensité d'utilisation, parce que des fois, c'est pas l'usage qui est mauvais, c'est le fait d'être addict à l'usage et d'utiliser trop, en fait, hein, sur un nombre d'heures inconsidérées.
comme les jeux vidéo, où il y a de l'addiction aussi, hein. Donc, Mm. mais par contre, les jeux vidéo, ça a aussi des bienfaits sur un certain nombre d'habiletés intellectuelles, cognitives. Donc, du coup, la réponse, elle est complexe. Merci Florence. Pas d'autres réflexions, questions? Non, je vous ai mis donc un peu au-dessus du chat le questionnaire. Je vous remercie pour votre attention et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre webinaire. À très bientôt et on vous envoie la présentation, bien entendu. Merci de votre Merci. attention. Au revoir. Merci aussi à tous. Au revoir. Bonne journée. Désolée pour un petit problème.